C'est gratuit, vous pouvez entrer. Un, deux. Bien, il est 14 heures, donc je vous remercie à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui, ici, avec moi. Je me suis posé pas mal la question de comment j'allais commencer cette conférence, et je pense que je vais la commencer de cette façon. Vous savez, lorsque vous voyez un clown au cirque, il est là pour vous faire rire. Et on ne sait pas ce qu'il y a dans la vie de ce clown, ou au moment où il nous fait rire. De la même façon, vous avez un présentateur télé qui, avec son équanimité, va vous présenter les nouvelles. Attachons-nous aux gays, oublions les tristes. Et on ne sait pas de quoi la vie, à l'instant où il présente ces nouvelles, la vie de ce présentateur est faite. Donc je demande, et je vous réclame tout d'abord votre gentillesse envers moi pour cette conférence qui sera pour moi un peu particulière. Merci d'avance. Donc vous avez pu voir l'affichage peut-être des conférences aussi qui indiquait notre nom de conférence. C'est un petit peu ma faute. Lorsque Patrice Marty m'a demandé d'envoyer le titre de ma conférence, j'ai été retardé par des événements qui ne m'ont pas permis de rendre le titre de ma conférence à temps. La conférence que j'avais préparée et qui me tient à cœur aujourd'hui, c'est celle-ci, celle que vous avez devant vos yeux. C'est « Vous pouvez plus que vous ne croyez, parce que vous êtes plus que vous ne pensez ». Et c'est quelque chose que je vis au quotidien, avec vous, parmi vous. Et je suis heureux de le partager et je vais essayer de vous le partager aujourd'hui. Alors je m'appelle Marc-Antoine Naspeda, on va passer très rapidement et faire très court là-dessus. Je fais de la thérapie. Ce mot de thérapeute d'ailleurs me dérange un peu parce que pour moi, dans le spectre de ce que je fais, énergie, corps, esprit, je m'imagine plus comme un saltimbanque que comme un thérapeute. Je fais des pieds et des mains pour que vous alliez mieux. Et en même temps, moi, je vais mieux aussi. Je suis aussi coach Bander PNL. Je pratique la préparation mentale pour des sportifs, des cadres, des enfants, des étudiants. Et j'assure aussi des formations de cohésion, de synergie, d'intelligence émotionnelle et des formations et des ateliers de bien-être, bien sûr. Voilà, on passera sur la partie de l'ego rapidement. Vous pouvez plus que vous ne croyez, car vous êtes plus que vous ne pensez. Il y a 4 maîtres mots dans cette phrase, dans ces deux phrases. Il y a la notion de pouvoir, notre potentiel, notre puissance et notre potentiel exercé ou subi. Ça dépend comment on le vit. Il y a la notion de croire, avec cette notion de vérité, ma vérité ou la vérité, qu'on associe parfois. Notion de croire aussi imbibée, inspirée de nos croyances, de notre réalité comme notre vérité, et peut-être aussi de nos illusions. Nous le verrons. Cette notion d'être aussi, être, ce que je suis, comment je me vois, ce qui me définit, comment je me reconnais, comment je me connais. Et cette notion de pensée au premier stade, ce stade déductif, cognitif, c'est mon filtre. Mon filtre à travers lequel je me vois, je vois la vérité, je vois la réalité, je vois ma vie, je vois la vie. Mais aussi pensée introspective, ce qui me caractérise, comment je me vois à l'intérieur, ce qui m'occupe et aussi ce par quoi je crée.
cette pensée créatrice qui nous anime à tous, et que les artistes savent plus que tout autre nous matérialiser. Pouvoir, croire, penser, dépendent totalement de moi, de mon monde, de mon filtre, de mes perceptions et de mes intégrations, ce que j'ai fait, de ce que j'ai vécu, de mes expériences et de mes imprégnations. Ceci en fonction donc d'imprégnation, d'appropriation et de mimétisme. Très tôt on s'imprègne déjà dans la matrice utérine. On s'imprègne de choses qui ne nous appartiennent pas, mais on le verra en déroulement, il y a une imprégnation qui se fait. D'appropriation aussi, je vais répéter des choses que je vois, je vais les acquérir, je vais les reproduire, et peut-être même sans réfléchir, par mimétisme, parce que j'aurais vu ça à un certain âge où on est presque en état hypnotique et donc on prend ces choses-là sans filtre cognitif. En fonction aussi du regard et de la relation parentale, cette relation qui fait que dans ce regard, je vais aussi me définir. Je vais me définir en tant qu'homme, en tant que femme, dans le regard que l'on m'attribuera et dans la place qu'on m'attribuera dans ce regard aussi, dans cet espace où j'existerai aux yeux de l'autre. D'une réalité subjective aussi, ces fonctions, ça dépend de moi et nous allons le voir rapidement, c'est un petit passage que j'aime bien faire dans mes conférences. Et tiens, je fais une parenthèse. Si vous êtes venus pour l'autre titre, rassurez-vous, vous ne perdez rien. Je vous promets que la prochaine conférence que je fais, peut-être pas ici, ailleurs, au mois de mars, dans un autre salon, je reprendrai la conférence qui vous a peut-être attiré pour que vous puissiez y assister. Je l'ai fait l'année dernière, je la reprendrai. Donc d'une réalité subjective que je reprends à chaque fois, la réalité de mes 6 sens, parce que nous avons 6 sens. Le 6e sens dont on parle souvent, c'est le 7e. Celui dont on ne parle jamais, c'est le 6e sens que vous avez à l'intérieur de l'oreille, c'est le sens de l'équilibre. Et vous pouvez le tester, vous fermez les yeux, vous mettez la tête en bas, vous mettez la tête sur le côté, vous vous allongez, vous êtes debout, vous avez toujours le sens de votre position dans l'espace. C'est votre 6e sens, on n'en parle jamais. Le subliminal, le 7e, nous allons le partager ici dans l'égrégore de cette salle. Bien sûr, c'est aussi fonction de la traduction que je fais de ma vie, de mon vécu, de mes expériences. Et tout n'est qu'expérience. Une maladie, un traumatisme, un accident, un deuil, c'est une expérience. C'est une expérience de vie. Et donc, de ce qui va constituer la façon dont je vais analyser les choses, dont je vais en déduire des conséquences, des effets, des émotions, des états d'être, ce que j'appelle mon filtre. Et bien sûr aussi, ça dépend de formatages éducatifs et sociétaux, puisque moi j'étais enfant à l'école et nos ancêtres c'était les Gaulois. Voilà, donc on avait un formatage, nos ancêtres les Gaulois. Heureusement, tout ça a bien évolué, les esprits se sont ouverts, et les livres d'histoire aussi. Et dans ces formatages, il reste quand même des formatages sociétaux. Quand vous rencontrez quelqu'un, je vous dis comment tu vas, on a oublié l'étymologie de comment tu vas, je ne m'y appesantirai pas ici, on ne va pas tomber dans le scabreux et le scatologique, mais on vous demande tout de suite après, alors qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Faire. Moi j'aimerais bien qu'un jour qu'on me demande qu'est-ce que tu es? Est-ce que tu es heureux? Donc, des formatages sociétaux par lesquels on se définit, on définit aussi les autres. Bien sûr, des ressentis, des comportements et des fonctionnements induits du filtre cognitif. Nos croyances, j'en ai parlé. Nous étions issus d'une société qui avait un historique de croyances. Nous y avons apporté aujourd'hui l'ouverture de toutes les croyances qui viennent enrichir celles que nous avons aujourd'hui, plus d'autres. Vous en avez nombreuses dans ce salon, plus celles que vous allez vous constituer pour continuer à vivre heureux et en bonne santé. Et bien sûr aussi fonction de ma représentation personnelle, toujours dépendant de ce filtre, cette décantation, et surtout comment moi je me vois dans tout ça, comment je me situe dans cet univers, dans cet environnement que je me constitue.
C'est dépendant aussi de ma soumission à un état. Quand je parle d'un état, je parle d'un état d'être, entendons-nous bien. D'accord ? C'est aussi dépendant d'un modèle. Un modèle que l'on m'aura appris, un modèle que j'aurai intégré, un modèle qu'il faudra être par comparaison. Voilà. Un modèle, si vous êtes un commercial, il faudra vous lever le matin fringant, il faudra vous lever en pleine forme, il faudra correspondre au modèle. Il faudra être ce présentateur du JT dont je vous parle, ou ce clown, qui assumera un rôle. Il faudra correspondre à un modèle, parce que dans ce monde de modèles, on attendra quelque chose de vous, et vous-même, vous vous approprierez ce modèle. Vous essaierez de correspondre aussi à quelque chose. Et d'une situation, une situation donnée, nous en vivons en ce moment. Donc, tout ça va dépendre de mes limites, conscientes ou pas, tout simplement. Et j'aime bien, pour caractériser les limites, qu'ensemble, on les touche du doigt, ces limites. Qu'ensemble, on prenne un premier exemple très caractéristique, très facile, de nos limites. Alors, pardon pour ceux qui ont déjà assisté à une de mes conférences, c'est un de mes dadas, hein, je le reprends souvent, mais vous allez voir, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Les limites, tout d'abord, de mes sens. Pourquoi est-ce important ? Parce que je vis un monde, je traduis un monde à travers mes 5 sens. Le 6e, bien sûr, mais celui-là, je sais, si je suis assis ou debout, allongé, ce n'est pas gênant, je n'ai pas à le filtrer. Mais les autres sens sont des interprétations que font mes sens de la réalité. Mon cerveau, lorsque je vous regarde, voit des milliers, des centaines de milliers de choses. Il n'en récupère que quelques-unes qu'il va porter à la connaissance de ma vue, de traduction que je vais faire de ce que je vois. Et ce que je vois n'est pas ce que vous voyez vous. Ça c'est normal, vous me voyez à moi. Moi je ne me vois pas à moi, mais je vous vois vous. Et nous allons voir que, si je prends l'exemple de la vue et de la traduction du monde, finalement qui démontre que la réalité n'existe pas, lorsque vous regardez un objet avec la caméra que sont vos yeux, cet objet est à l'envers, au fond de votre rétine. C'est une loi de l'optique, c'est ainsi. Ceux qui font de la photographie le savent. Autrefois, les peintres qui faisaient des copies, qui étaient des copistes, mettaient une chandelle, mettaient la personne qu'ils allaient peindre devant cette chandelle, faisait un petit trou, et allait peindre derrière, dans une chambre noire, cette image qui se reproduisait à l'envers. On faisait le portrait à l'envers. Voilà. Ce n'est pas tous les peintres qui faisaient ça, mais bon nombre à une certaine époque. Donc, cet arbre, je le vois à l'envers. C'est par le nerf optique, un signal électrique, non pas de la lumière qui rentre dans le cerveau, parce qu'il n'y a aucune lumière qui rentre dans le cerveau, par un système électrique qui va coder cette information et qui va remettre l'arbre que vous avez ici, donc ce que vous regardez, à l'endroit. Imaginez que vous vivez là une première interprétation de la réalité. Vous voyez réellement un arbre à l'envers. De la même façon, nous avons 2 yeux. Une vision binoculaire, des 2 côtés. Si je cache un œil, et vous pouvez essayer, vous allez perdre ce qu'on appelle la profondeur de champ. Profondeur de champ, c'est ce qui vous permet de savoir à quelle distance je me trouve. Vous avez besoin de vos 2 yeux. Eh bien, c'est par l'interprétation de la vision de l'œil droit et de la vision de l'œil gauche que votre cerveau va vous donner la notion de la distance. 2e interprétation. Si je vous regarde et que je vois cet univers coloré, je vais avoir aussi une vision fonction de la capacité de mes cônes, ces filtres qui voient les couleurs. Et je vous vois là tout chamarré. C'est super. À part que, si moi, c'est une interprétation de mon cerveau, mais si moi je suis daltonien, si vous êtes habillé en vert, je ne vous verrai pas. Et pourtant, à l'école, on me dira, tu vois, ça c'est du vert. Non, moi c'est pas du vert. Ah oui, non, ça c'est du vert. Mais non, moi je ne le vois pas vert. Ah oui, mais si tu veux vivre avec nous, il faut accepter que ça c'est vert. Donc en plus de l'interprétation que fait votre cerveau de la réalité, vous devez aussi vous conformer à certaines normes. Parce que le vert dépend aussi de votre capacité chromatique de vos cônes. Nous n'avons pas tous la même capacité, et encore moins à l'œil droit qu'à l'œil gauche. Et pourquoi vous ne seriez pas perturbé, votre cerveau fait l'interprétation
de ces ondes chromatiques reçues par l'œil gauche et par l'œil droit et interprète cela dans une couleur qui est l'échantillonnage de vos yeux. Et on pourrait aller comme ça très loin dans le démontage de la vue qui vous montre que finalement, vous avez un écran comme celui-ci dans votre cerveau qui va projeter un signal électrique qui est la reproduction d'une réalité selon la capacité de vos sens. Et l'interprétation de votre cerveau qui, lui, a 100 000 choses, ou plusieurs millions de choses à faire à la seconde, et qui va, par discrimination, choisir ce qu'il va vous présenter. Alors, les saint Thomas, ceux qui ne croient que ce qu'ils voient, ben, je pense que leur réalité doit être un peu ébréchée. Il en va de même au niveau, bien sûr, des sons. À partir d'un certain âge, très jeune, vous entendez un spectre de sonore. À partir de 18 ans, vous commencez à le perdre. Et à partir de 25 ans, c'est fichu, il y aura certains sons que vous n'entendrez pas. Vous avez des tests sur vos smartphones, faites-les avec vos enfants, c'est très amusant. Je reviens à la vue dans quelques instants. Une abeille qui va butiner une fleur va voir une onde chromatique que nous ne voyons pas. Dans ce champ chromatique qu'il existe dans la nature, elle sait que cette fleur est à butiner. Eh bien, quand elle sera butinée, cette fleur va changer d'onde chromatique, de couleur pour l'abeille, parce que nous, on ne verra pas de changement de couleur. Et la prochaine abeille n'ira pas perdre son temps à butiner la même fleur. L'information lui viendra, elle a déjà été butinée. Et donc, ceci nous amène à interpréter le monde de certaines façons. En PNL, on dit que la carte n'est pas le territoire, c'est-à-dire qu'en fait, là où l'un voit le 6, l'autre voit le 9. Bien sûr, puisque nous sommes différents. Ce qui nous démontre ici que la réalité, elle est virtuelle. La réalité, elle est subjective, comme la vérité, puisque la vérité, elle passe par le filtre de ma cognition, de mon savoir, de mon expérience, de mon vécu, et de ma perception. Donc la vérité est subjective, la réalité est totalement subjective aussi. À partir de là, on peut très bien démontrer que ce que je vis n'est pas obligatoirement ce que je vis, mais l'interprétation de ce que je vis. On fait un petit signe, un mot peut-être ? Non. D'accord. Donc pour vous le démontrer et que vous le touchiez quand même un peu du doigt, ici, un petit artefact. Alors, suivant votre angle de parallaxe, vous verrez que ça bouge ou que ça ne bouge pas. Et voyons, dans la salle, qui voit bouger ce dessin? Très bien. Qui ne le voit pas bouger? Super. Alors, une petite chose qu'on ne dit pas quand on accompagne ce dessin, que je vous dis là. Si vous ne le voyez pas bouger, ça peut être dépendant d'un axe de parallaxe. On le voit bien quand on est au centre. Mais ceux qui sont au centre et qui ne le voient pas bouger, ce sont peut-être des personnes qui sont en état de calme. Parce que ceux qui l'ont vu bouger, si vous prenez une profonde inspiration et si vous soufflez très très lentement, vous allez pouvoir l'arrêter. D'accord ? Ok. Mais des aberrations, j'ai choisi celle-là, il y en a plein, des illusions d'optique. Vous avez celle-là, par contre, qui est assez amusante, que j'aime bien démontrer. Je vous propose de regarder le fond du métro, l'entrée du tunnel. Est-ce que vous voyez rentrer le métro dans le tunnel? Très bien. Je vous propose maintenant, j'adore ces sons-là, je vous propose maintenant de regarder de l'autre côté, la partie droite de l'écran. Ah, excusez-moi, je vais essayer de revenir en arrière. Zut. Bon, et alors je passe au suivant. Je vais essayer de le recommencer, celui-ci. Voilà. Et si vous attirez votre attention sur la partie droite de l'écran, vous verrez que le métro change de direction. Est-ce que d'aucuns d'entre vous le voit, ça? Ouais? Très bien. Et donc ensuite, le truc le plus marrant, que j'adore, vous voyez un échiquier, vous voyez la case A, la case B, on est bien d'accord, elles sont différentes, c'est pas la même couleur. Ben, désolé, c'est exactement la même couleur. Seulement, votre esprit a vu une colonne, une ombre portée, et
elle vous a envoyé une information qui dit « c'est la même couleur ». Vous avez là la démonstration qu'il ne faut pas croire tout ce que vous vous dites, qu'il ne faut pas croire obligatoirement tout ce que vous pensez, ressentez ou vivez, parce que c'est une traduction de quelque chose. Et ce qui est bien dans une traduction, on peut traduire d'une langue à l'autre, on peut traduire du français à l'espagnol, mais on sait aussi traduire du français à l'anglais, et là, même si on dit la même chose, on ne le dira pas de la même façon, et donc on ne le vivra peut-être pas de la même façon non plus. Quelques exemples de limites. Je vous ai parlé des limites d'imprégnation aussi, de mimétisme. On peut commencer par le développement du bébé. Un bébé dans le ventre de la maman, c'est un organe finalement. Il fait partie de la maman. Ce bébé, il a le cerveau droit qui se développe plus rapidement que le cerveau gauche. Et le cerveau gauche arrivera à maturité aux alentours de 18-24 mois. En attendant, ce cerveau droit, à l'intérieur, c'est un cerveau instinctif, pas cognitif. Il n'a pas de filtre, il n'a pas de compréhension, il n'a pas d'expérience, il ne peut pas relativiser. Et donc, il va développer ce qu'on appelle une mémoire implicite. Et cette mémoire implicite va faire qu'il va récupérer tout ce qu'il sent à l'intérieur de la maman. Par exemple, il connaît la voix de la maman, par conduction, il connaît le goût du liquide amniotique, il connaît sa tension artérielle, le bruit, il connaît le battement de son cœur, il connaît bien sûr aussi sa façon de bouger. Et si tout cela se transforme en un cataclysme à un moment donné, un moment qui dure, le bébé peut s'approprier ce qu'on va appeler une émotion qui ne lui appartient pas. Alors ne culpabilisons pas les mamans, c'est normal de vivre et de vivre aussi toutes sortes de situations. Et ne culpabilisons pas les gens qui vivent aussi ensuite plus tard des états qu'ils n'arrivent pas à déterminer ou à positionner dans leur vie. Parce que je vous rassure, j'en ai plein, des gens comme ça qui viennent me voir, et c'est peut-être le plus facile parce qu'avec une bonne hypnose bien ericksonienne, un bon signaling, l'inconscient, et là je fais une parenthèse, je ne parlerai plus d'inconscient, je parlerai d'omniscient dorénavant. Parce que l'inconscient, c'est la partie primitive reptilienne, le subconscient, c'est ce qui est sous le conscient et qui, soi-disant, nous apporterait des problèmes, mais dans ma croyance et dans ma pratique, n'apporte aucun problème. L'omniscient, c'est celui avec lequel je travaille, qui fait que nous pouvons tous être connectés. Et qu'il a une puissance infinie et une bienveillance qui est très touchante quand on travaille avec lui. Donc cet omniscient, j'ai perdu le film. C'est normal à faire des parenthèses dans les parenthèses. Je reviens au bébé. Ce bébé, hypnose, ce bébé de 0, grosso modo, à 7 ans sera dans un état totalement hypnotique. C'est ce qui fait les mimétismes, les imprégnations. C'est pour ça que le regard aussi parental est important. Il n'a pas de filtre cognitif, et tout ce qu'on va dire, tout ce qu'il va voir, tout ce qu'il va vivre, il va se l'imprégner. Heureuse situation difficile. On peut vivre une vie sans aucun trauma, je vous rassure. Mais si ces traumas-là un jour ressortent un jour, là encore avec cette hypnose, voilà, merci ericksonienne, où on travaille avec l'omniscient, en signaling, je précise, voilà, ce sont des situations qui se résolvent très rapidement et très simplement, au grand étonnement de ceux qui le vivent d'ailleurs. Donc, nos limites viennent aussi de ces imprégnations, de ces incarnations premières qui sont les nôtres. Des limites aussi, nos croyances. Alors là, les croyances, c'est merveilleux, allez voir. Une fidélité familiale. Alors ça, je pleure comme ma mère, je fume comme mon père. Vous avez aussi le transgénérationnel, alors c'est dans la famille, ouais, ma grand-mère l'avait. Chez nous, c'est comme ça. L'hérédité, on me l'a transmis, c'est héréditaire. Je ne peux pas y couper, c'est sûr, ça, je l'ai. Les identifications, on va faire une petite pause. Je suis en colère, je suis triste, je suis, qu'est-ce que j'ai marqué ? Je suis malade, j'adore. Donc ça, c'est une impossibilité, c'est une erreur totale, parce qu'en fait, moi et vous, je ne suis pas malade, je ne serai jamais malade, même pas du Covid. Parce que moi, je suis Marc Naspleda. Mon corps est malade.
Je vis une maladie, je ressens des symptômes. Je ne suis pas en colère, je suis en chair et en os. Et le jour où on apprend à prendre de la distance entre ce que l'on est, ce que l'on vit, et éventuellement ce que l'on subit, on redevient un petit peu maître de sa vie. Et puis vous savez, si je suis en colère, et que cette colère, j'arrive à la voir à l'extérieur de moi, et donc je vis, je ressens une colère, cette colère, je vais pouvoir la mettre là. Je vais pouvoir la regarder, la considérer. Elle est à l'extérieur. C'est quelque chose qui ne vient pas de moi, c'est quelque chose que moi je ressens en fonction de quelque chose qui m'arrive. Cette colère-là, je vais pouvoir la manipuler, la transformer. Je vais pouvoir l'éloigner. Et je vais pouvoir même la lâcher. Parce qu'elle ne m'appartient pas. Parce qu'elle n'est pas moi. Donc, si vous retenez juste une chose de cette conférence, s'il vous plaît, à dire à vos enfants, si vous en avez. Je ressens, j'éprouve, je vis, mais je ne suis jamais ce qui m'invalide, ce qui m'incapacite, ce qui me fait du mal. Pour continuer, je vais accélérer, parce que j'ai le minuteur qui n'a pas fonctionné, je ne sais pas à quelle heure il est. 25. Donc on va un petit peu accélérer. D'autres choses comme les identifications, on l'a vu, les autosabotages. Alors les autosabotages, nous sommes tous des grands spécialistes. Des prédestinations, ben oui, je formate mon passé, nous sommes tous des Madame Irma, nous avons tous une boule de cristal. Notre formation, 1 plus 1 égale 2, à ce qui paraît. Là, j'ai un ami dans la salle qui pourra en attester. Nous, pendant notre formation, on nous a dit que 1 plus 1 égale 10. Ben ouais, ça dépend de la base dans laquelle on travaille. Donc là aussi, ça fait partie de mes limites, la façon dont j'ai été formé. Des informations que je vais croire ou pas croire, que je vais suivre, voilà, il va faire beau, puis on va prendre un nuage sur la tête. Des superstitions, il y a un reste, nous en vivons, c'est assez amusant d'ailleurs. Et des influences, bien sûr, dans ces limites, nous aurons les influences que sont la religion, cette croyance, ou cette science, je ne vais que ces personnes, que sont les horoscopes. La spiritualité, aussi, parce que suivant le nombre de mondes ou de non-mondes dans lesquels on va me situer, je vais avoir des limites. Et bien sûr, nous sommes tous d'accord, les limites des informations que l'on nous assène. Les médias. Parce que si dans ma conscience, je laisse rentrer la conscience des autres, ma conscience, ce qu'elle va décanter, ce n'est pas le fruit de ma réflexion, c'est le fruit de la conscience des autres, de ce qu'on veut me laisser à croire, de ce qu'on veut me dire, de ce qu'on veut m'amener à penser. Je vous donne une astuce d'hypnotiseur ou d'hypnothérapeute, c'est pareil. Vous voyez le film de 20h, là, dimanche soir? Vous regarderez, il y a un film avec du suspense ou un film émotionnel. Et au moment où c'est le plus grand suspense, ou au moment où il y a la plus grande émotion dans le film, coupure de pub. Ils ont étudié tout ça, les médias et les publicistes, et les énarques. Ils ont étudié tout ça, ils vous connaissent mieux que vous ne vous connaissez, justement, dans vos limites et vos capacités. À ce moment-là, votre cerveau est le plus préhensible possible. Vous retombez dans cette enfance où le yaourt machin, ah ouais, c'est vrai, je n'en ai pas acheté. Ou il va falloir que j'achète du yaourt. Parce que le lait, c'est très bon, bien sûr, pour les veaux. Voilà, donc sachez que si vous ne savez pas, vous, comment fonctionne votre cerveau, et nous avons une très belle actualité là-dessus, d'autres le savent. Il est bien de pouvoir s'autodéterminer. Nous avons aussi des limites neuropsychologiques. Alors là, celle-là, je l'aime bien. On croit toujours que notre tête est en avant, que c'est elle qui porte, que c'est elle qui choisit, que c'est elle qui décide. Or, 90% du temps, elle arrive en dernier recours. C'est elle qui va analyser ce que j'ai ressenti. Et donc, tout commence par un stimuli, des neuropeptides comme ça, des stimuli, pardon. Un stimulus, des stimuli. Voilà. Et ce stimuli, quand il va monter, on va résumer à la tête, ça va devenir une émotion. Ça va passer par un filtre, une émotion. Quand cette émotion va durer quelque temps, eh bien cette émotion va devenir une humeur.
cette humeur, quand elle va perdurer, elle se transforme et elle devient un sentiment. Je vous laisse traduire des situations que vous pourriez connaître comme ça. Ce sentiment, s'il continue à perdurer, un état d'être. Et là, on commence à rentrer dans quelque chose. Quand cet état d'être perdure, plus d'un jour, plusieurs jours, ça devient un comportement. Ce comportement, ça va être un peu moi, ça va être mon trait de caractère. Je vais être connu pour ce trait de caractère. Et d'ailleurs, on le dira. Celui-là, c'est un colérique. Oh, celui-là, c'est un emmerdeur. Oh, pardon. Mais enfin, quelques-uns doivent me connaître dans la salle. Ensuite, quand c'est vraiment quelque chose qui vous est approprié, qui vous est collé par votre entourage ou les gens qui vous connaissent, ça devient votre identité. Et comme vous vivez dans une société où les autres vous leur renvoient le reflet de ce que vous êtes, cette identité, pour vous, ça devient votre personnalité, vous l'acceptez, vous l'assumez. Ouais, c'est vrai, je suis un emmerdeur. Eh bien, là, vous rentrez dans une vie qui est impossible à changer. Vous êtes programmé. Et c'est ce qui fait, à un instant donné, que vous ne vous reconnaissez plus. Vous ne reconnaissez plus l'environnement dans lequel vous vivez. Vous ne trouvez plus de joie, vous ne trouvez plus d'élasticité dans votre vie, vous ne trouvez plus de moments de quiétude, que ce soit le boulot, la vie privée. Et on commence à se figer un petit peu. Car nous sommes donc désormais programmés. Tout ceci se fait, et je sais qu'il y a dans la salle des gens qui connaissent bien la neurochimie du cerveau, se fait aussi par des neurotransmetteurs. Ces stimuli dont on parlait tout à l'heure, eh bien, ils ont des origines. On en parle beaucoup aujourd'hui. On parle beaucoup de ces neurotransmetteurs que sont la dopamine, la sérotonine, le GABA, l'ocytocine, et bien sûr ce fameux cortisol. Regardez un petit peu comment on fonctionne. Vous avez déjà vu des reportages animaliers où l'antilope se fait courser par le lion. Elle se fait courser par le lion et elle détale, parce qu'elle ne veut pas se faire manger, c'est vital. Donc elle court plus vite que le lion, et le lion, se fatiguant plus rapidement, il va s'arrêter au bout d'un instant. Mais l'antilope, elle ne va pas continuer à courir. Elle va se mettre à 300-400 mètres, elle va avoir le lion dans le fond de l'œil, là, comme ça, et elle va se remettre à brouter. Est-ce que vous, quand vous vivez une urgence vitale ou une émotion tellement forte que vous vous sentez subjugué, vous arrivez à manger? C'est ça la différence entre ce qui fait que nous sommes la race supérieure, les êtres humains, que tout passe par la cognition, ce filtre-là, et la réalité. Il n'y a plus de danger. Je peux me mettre à manger cette herbe-là. Donc, finalement, chez nous, comme chez les animaux, nous avons une production d'hormones, mais c'est ce que nous en faisons qui est délétère pour nous. Alors avec une baisse de dopamine, c'est simple, hein, il va falloir ces récepteurs dopaminergiques leur donner des trucs et on sombre dans l'alcool de plus en plus, dans la drogue de plus en plus, parce que ces récepteurs dopaminergiques, ils sont assez spéciaux, et je m'arrêterai juste là, ensuite les autres on va les passer, c'est que chaque fois que vous leur donnez un shoot, ils meurent. Et les prochains qui vont être créés par le cerveau vont être tout neufs, à part que le cerveau, il a mémorisé la dose. Donc, comme ils sont tout neufs, ils vont demander, avec la mémoire, une dose supérieure. Et c'est ainsi que d'un verre, on sombre parfois avec les circonstances qui l'accompagnent jusqu'à l'alcoolisme, ou d'un pétard, au bout d'un moment, il ne fait plus effet, on passe à autre chose, ou ça peut être le jeu, ça peut être le sexe, ça peut être ces addictions-là. Je suis un amoureux de la sérotonine, je suis un inconditionnel de l'ocytocine, je manipule la dopamine avec précaution, j'adore les endorphines, tout ce qui constitue la dose. Et je vous invite à vous devenir drogué de cette dose. Dose. Dopamine, ocytocine, sérotonine, endorphine. Si vous arrivez dans la journée, dans la semaine ou dans la journée ou dans la semaine à vous donner des petits éléments pour bouger ces curseurs-là, vous allez retrouver déjà un bien-être. Partir du mieux-être, arriver au bien-être,
avec un accompagnement ou pas, mais ça c'est égal. Et à côté, vous savez ce qu'il y a derrière? Il y a le bien-être derrière. Il y a le bonheur. Vous savez, ce machin dont tout le monde parle, mais qui n'existe que dans vos cœurs et dans vos têtes, parce que ma couleur du bonheur n'est pas la vôtre. On va vous en vendre du bonheur. Mais ça, ce sont des bonimenteurs. Le bonheur, c'est vous qui le connaissez. Moi, je pouvais juste vous donner ma définition du bonheur à moi, si elle vous intéresse. Ah. Bon. Tout le monde ne dort pas, ça c'est bien. Donc, parce qu'à cause de mon métier, je suis tellement habitué à endormir les gens, on ne dort pas en hypnose, mais bon, que parfois j'ai des doutes. Donc, ma définition du bonheur à moi, c'est quand rien ne se passe. Quand rien ne se passe. La surface d'un lac limpide que ne ride même pas une petite brise. Parce que j'ai appris dans ma vie que quand je montais des montagnes russes, il y avait toujours une descente. Et que j'arrivais pas à rester en suspens. J'ai appris dans ma vie que lorsque je descendais au très fond de période de ma vie, il y avait toujours un retour. Comme ce coup de pied qu'on donne dans la piscine à un moment donné, toujours un peu tard, mais on le donne. Et que l'amplitude de l'un est aussi forte que l'amplitude de l'autre. Et que finalement, j'ai appris à aimer dans ma vie le calme. Le calme d'un instant où je me sens en équanimité, où je me sens centré, c'est déjà un mot de croyance, mais je me sens juste moi, sans me prendre le chou, la tête, la prétention, l'ego, juste bien. Être juste bien. Et je vous ai parlé du bonheur. Vous connaissez le mot malheur? D'accord. Vous connaissez le burn-out, cette science du malheur. Est-ce que vous connaissez le mot qui est la science du bonheur? Eh bien, Schopenhauer l'a donné, ce nom. C'est l'eudémonologie. Moi, j'aimerais qu'à l'école, on apprenne aux enfants ce que c'est que l'eudémonologie. Voilà, parce que le malheur, ils regardent la télé, ils savent ce que c'est. Ah, je continue. Quand je fais des digressions dans les conférences, ensuite, j'arrive pas à la fin. Donc, nous pouvons, en fonction de ses limites, en fonction de nos vécus, en fonction de nos expériences, parce qu'on est d'accord, on a tous des expériences. On est bien d'accord, nous n'avons que des expériences. Au sortir d'ici, vous n'aurez plus aucun malheur, vous n'aurez plus que des expériences. Plus aucun échec, que des expériences. Parce que si je dois me rappeler la somme de mes échecs, ça va aller très mal. Si moi, je me rappelais là, ici, maintenant, qu'étant enfant, quand j'ai voulu faire le premier pas tout seul pour me débrouiller comme un grand pour marcher, je me suis cassé la figure. Si je me rappelais que me relevant, parce que mes parents, ils n'étaient pas là pour me dire « Oh, attention !» Heureusement, hein, quel bol. Quand j'ai fait ce deuxième pas, que je me suis recassé la figure, oh, j'étais lourdingue, il faut dire. Que j'ai fait le troisième et que là, ça a déclenché un déséquilibre avant qu'on appelle la marche, et que derrière, pour faire le deuxième, c'était précaire et je me suis retombé et je me suis relevé et au troisième, au quatrième, et ensuite j'ai marché. Croyez-vous que si aujourd'hui je me souvenais du nombre de fois où je suis tombé, je pourrais me tenir là, droit devant vous et marcher? Je n'ai eu à ce moment-là que des expériences. Mais je n'avais pas tous ces filtres, tout ce qu'on m'a rapporté, tout ce dont je me suis imprégné, qui m'a par la suite tellement limité que je ne sais plus faire la différence entre un échec et une expérience. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a juste qu'une avancée vers une réussite ou quelque chose que je souhaite. Et c'est à force parfois d'expérience que l'on peut se parfaire pour mieux y arriver. Et pourtant, des solutions existent en nous, tout à fait. Et là, je parlerai de mon expérience. Mon expérience, donc, je disais tout à l'heure, je suis saltimbanque, vous l'avez retenu, hein? Je travaille sur la douleur, les douleurs aiguës, les douleurs chroniques, etc., avec des pratiques asiatiques, vietnamiennes, coréennes et de l'énergétique chinoise. Eh bien, vous m'apprenez tous, et sur le stand j'ai encore vécu, et c'est merveilleux, vous m'apprenez tous que vous êtes plus grand que la douleur. Vous êtes plus grand que la douleur parce que ce n'est pas avec votre tête que vous le savez, c'est avec votre corps.
Votre corps est bien plus grand que vous ne l'enfermez dans ce qu'il est. Parce que vous enfermez votre corps dans votre tête. Il est bien plus grand que ça. Votre corps est connecté, votre corps est moléculaire, atomique, particulaire, formé de quarks. Vous savez, tel que vous êtes tous là, vous êtes des pelotes d'énergie. Il faut imaginer vos électrons qui partent devant vous à la distance d'un terrain de foot et qui reviennent, qui vous traversent et qui repartent derrière à la distance d'un terrain de foot, et à gauche et à droite, et en haut et en bas. Et vous êtes cette pelote-là, qui n'est pas faite que d'électrons. Mais vous traversez les gens qui sont devant vous, vous me traversez à moi. Et vous ne me demandez même pas la permission d'ailleurs. Et nous sommes tous reliés dans cette soupe dite quantique. Je n'aurai pas le temps de m'appesantir sur le quantique, on en parle beaucoup et on les détaille pas très souvent. Moi j'aime bien le détailler, mais on n'aura pas trop le temps. Donc dans cette soupe-là, votre corps sait aller chercher les ressources là où il en a besoin, en vous ou ailleurs. Pour ceux pour qui ça paraît mystique, si vous avez une douleur aiguë, je vous invite à me rejoindre sur le stand 115, on va rigoler ensemble. Et je prends les paris. Par contre, si vous m'amenez une douleur, que ma technique, enfin que là, oui, je veux dire ma, puisque je me la suis appropriée, que ma technique n'enlèvera pas, je vous poserai d'autres questions parce que derrière une douleur, je l'ai appris avec vous, se cache parfois une souffrance. Et la souffrance, elle est morale, affective, sociétale, ce que vous voulez. Et là, ce n'est pas le même outil. Voilà. Mais vous êtes plus fort et plus grand que la douleur, sachez-le. Vos souffrances, donc j'en parlais, vous avez un potentiel infini en vous. Ce potentiel infini, je l'appelle l'omniscient, donc vous avez compris ce que dans la littérature on appellera l'inconscient, que si l'on est Papa Freud, on verra comme effectivement un placard à libido mal vécu, qui si on est comme Lacan trouvera sa propre voie, et qui si on est comme Jung, on parlera d'inconscient collectif. Et là déjà moi je me rapproche un peu de ce monsieur-là, je n'ai pas ses connaissances et je n'ai pas son background, mais par contre par empirisme, en vivant ça tous les jours depuis tant d'années, je suis tout à fait d'accord qu'on appelle ça inconscient collectif, qu'on l'appelle champ morphique, qu'on l'appelle akasha ou qu'on l'appelle énergie universelle de vie. Moi, je peux vous dire que oui, c'est plus grand que nous, c'est puissant et bienveillant, ça s'appelle un omniscient, ça sait se connecter à d'autres, parce que de la même façon que votre corps est quantique, cet omniscient est quantique. Et lorsque j'ai des personnes qui viennent me visiter et qui vivent des moments très difficiles, en rapport avec d'autres personnes, bien sûr que je traite la personne que j'ai en séance. Mais si nous travaillons dans cette hypnose un peu particulière, on va travailler avec cet omniscient. Et cet omniscient, je lui demanderai juste de se connecter à l'omniscient de l'autre personne ou des autres personnes qui sont en cause dans la problématique. Et comme les omniscients sont, bien sûr, vous en souvenez, puissants et bienveillants, ils savent ce qui est le mieux pour l'autre personne et pour la personne que j'ai en traitement. Voilà. Et ce mieux, qui n'est peut-être pas le mieux que nous imaginons, nous, pourra se réaliser et se vivre. Et je vous dis encore, je m'émerveille devant ces choses-là, quotidiennement, comme un enfant devant un nouveau jouet, parce que je le vis. Je le vis au quotidien, et c'est vous qui m'en apportez les justifications et les confirmations. Traumatisme aussi, parce que vous réalisez que vous pouvez vous libérer de vos traumatismes, c'est exactement la même chose, hein, se libérer de ces traumatismes. J'ai des gens qui me viennent avec des lourds handicaps. Et ils vivent le handicap à l'aune de leur vie, de ce que ça leur a invalidé, incapacité, de ce qu'ils n'ont pas pu vivre, ou de ce qu'ils auraient aimé vivre, ou de ce qu'on leur a dit de leur handicap, ou du pathos de ceux qui les ont accompagnés dans leur douleur ou leur handicap. Eh bien ça aussi, vous êtes bien plus grand que ces handicaps-là. Bien plus grand. Bien plus grand. Et il ne faut pas un an de chaise longue ou de divan. Non, non. Cet omniscient veille, croyez-moi. Il suffit juste de savoir lui parler et l'activer. Il n'y a aucune magie, il n'y a aucun mysticisme, il n'y a aucune religion derrière. Il y a juste quelque chose, parce que là, dans ce cas-là, moi je suis assez saint Thomas. Quand je vois, et que je ressens, et que j'ai confirmation par la personne, je crois. Vous pouvez vous libérer de vos ancrages négatifs, bien sûr. La fatalité, oui, fatalitas, disait Chéri Livy.
pour les plus vieux, là. Je suis le seul. Donc, effectivement, cette fatalité, on peut aussi s'en départir. Et le burn-out, c'est une chance. Le burn-out, c'est une chance. J'adore les burn-out. Je ne pense pas mentir orchestre, je m'en fous de ça. C'est une chance parce que ça va être un renouveau. Ça va être un moment où il y aura des plus jamais. Et le moment où on va pouvoir vivre des enfin. Un burn-out, pour moi, si vous n'êtes pas sous antidépresseurs et anxiolytiques, si vous ne prenez pas des somnifères, si on vous amène à moi rapidement, je prends le pari, ici, comme je le fais à chaque conférence, qu'en 5 jours, maximum une semaine, vous êtes sorti du burn-out. Qu'est-ce que c'est qu'un burn-out ? Vous avez 3 possibilités dans la vie, face à ce qui vous contraint, à ce qui vous met dos au mur. La fuite, le combat, l'inhibition. Le burn-out, c'est l'inhibition. C'est ce lapin qui est pris dans les phares de la voiture de nuit et qui ne peut pas se sauver. Il connaît sa fin déjà. Eh bien, ça, c'est le burn-out. En 5 ou 7 jours, je vais donner un peu de délai, quand le burn-out est récent, il suffit d'une démarche que j'ai élaborée, mais je ne vends pas ma sauce, je m'en fous. On pourrait trouver très bien ces mêmes renseignements dans le domaine de la santé, mais hélas, dans le domaine de la santé, on trouve autre chose. Eh bien, vous pouvez relativiser, reprendre de la distance par rapport à ce que vous vivez, et à partir de là, dans cette distance que vous avez trouvée, vous êtes sauvé, vous considérez vos problèmes, vous n'êtes pas esclave de vos problèmes, vous ne subissez pas, vous êtes un nouveau acteur, et avec un accompagnement, somme toute très court, vous retrouvez une nouvelle vie. Et là, par contre, je traite un deuxième trouble, parfois, qui est de savoir quel chemin adopter. Parce que dans le champ des possibles, on ne sait pas toujours quelle est ma destination. Et c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est vous. Time, please. Moins 5 45. Comme vous êtes des gens très intelligents, on va accélérer sur les slides. Ce que je vis, moi, avec vous, et j'ai un témoin dans la salle, c'est mon épouse, quand je rentre le soir, ce sont des joies immenses. Non pas par rapport à un ego, une prétention, mais une joie immense de ce que vous, ce que moi, ce que nous, humains, nous pouvons. Dès que nous arrivons, un peu comme l'artichaut, à lâcher nos feuilles, vous savez, les premières feuilles, celles les plus dures, et que rang par rang de feuilles, si on est un gros maco, c'est les artichauts de Bretagne, on peut être aussi ces petits artichauts où on enlève carrément toutes les feuilles d'un seul coup et on atteint ce qu'il y a de meilleur, le cœur. Eh bien, quand je rentre le soir et que les feuilles sont tombées, pour nombre de personnes, je suis parfois fatigué mais joyeux, heureux d'avoir partagé ça avec vous. Et pour ça, d'abord cette confiance, cette joie, et d'avoir vu des libérations, qui me libèrent à moi aussi, puisqu'on vit aussi par mimétisme, je veux vous dire merci. C'est aussi grâce à lâcher ses limites, aller mieux, être plus qu'on ne croit, c'est aussi grâce à des enseignements. Vous savez, la science est là aujourd'hui. Il y a une vingtaine d'années a émergé l'épigénétique. L'épigénétique, si vous voulez lire quelque chose de très bien sur l'épigénétique, je vous conseille un livre de Bruce Lipton, La biologie des croyances. Bruce Lipton est un chercheur ça y est, j'ai un trou. À Harvard. Non. Ma fille, parce que... Pardon ? Stanford. Je ne sais pas qui l'a dit, mais merci. Alors Stanford, voilà, et c'est un biologiste. C'est un biologiste chevronné, d'ailleurs. Et ce biologiste-là est, je dirais, le fer de lance de l'épigénétique, celui qui en parle très bien aujourd'hui. Ça a démarré il y a une vingtaine d'années. L'épigénétique explique que finalement, nos gènes sont soumis à un environnement. Bien sûr, dans notre génétique, nous qui nous sommes brassés depuis des millions d'années, notre ADN est porteur potentiellement de toutes les maladies. Potentiellement. Pas que celle de maman et de mémé et de papa, ou de tonton,
de toutes les maladies. Par contre, ce n'est pas parce qu'il y a un potentiel, imaginez que ce potentiel, nos gènes, soit comme un ensemble de tambours, qu'il y a obligation de résonance de chacun de ces tambours. L'épigénétique nous explique qu'à travers une cellule, la membrane d'une cellule, qui est le véritable cerveau de la cellule et pas le noyau, eh bien, quand cette cellule sera rentrée dans son intérieur un élément extérieur, cela va activer un de ces gènes. Et un de ces gènes va faire résonner un tambour. Résonance positive, résonance négative, un tambour. Dans l'épigénétique, donc, on va considérer tout ce qui est notre environnement. La pollution, l'alimentation, l'eau que l'on boit. Est-ce que certains d'entre vous connaissent le professeur Marc-Henry ? C'est un des plus grands physiciens quantiques que nous ayons. C'est le plus grand expert de l'eau, une grande sommité mondiale, qui vous dit, si vous buvez une eau qui est moins de 100 mg par litre en résidu à sec, mon goût étant l'eau qui est à 22 mg. Voilà. Donc en fonction de tout ce que je vais rentrer dans mon corps, ça va déclencher des phénomènes. Et n'oubliez pas qu'avec une pensée, je me crée des acidités. Vous l'avez tous vécu. Donc dans cette cellule, à un moment donné, aussi, mes pensées vont pouvoir avoir une influence négative ou positive. Je ne vais pas vous reposer la question, j'en pose trop, je vais réveiller ceux qui dorment. Vous connaissez peut-être Guy Corneau. Guy Corneau, ce merveilleux psychanalyste québécois, qui avait un lymphome de stade 4, et qui, par bien sûr des pratiques parallèles et un traitement médical, mais qui lui donnait une fin inéluctable, Guy Corneau, en pratiquant la méditation et la joie, en s'imaginant en méditation en train de nettoyer son corps à l'intérieur avec un balai et de le faire briller, Guy Corneau a connu une rémission totale et inexpliquée pour les médecins qui l'accompagnaient. C'était l'apôtre de la joie. C'est quelqu'un que j'appréciais beaucoup. Donc, cette épigénétique nous démontre qu'effectivement, nous pouvons être victimes, mais nous pouvons être acteurs. Rien n'est totalement définitif. On peut changer les choses. C'est une démarche. Elle est volontaire, elle n'est pas facile, mais c'est une démarche. La physique quantique, je vous en ai parlé un petit peu rapidement, je passerai dessus, mais sachez que nous vivons des interactions, sachez que nous sommes faits de particules infimes, sachez que nous sommes tous issus d'un Big Bang, d'une explosion originelle qui s'est divisée en plein d'autres particules. Nous sommes tous des poussières d'étoiles, si on voulait être poète, mais nous sommes tous reliés. Et en nous, tout est relié. C'est ce qui donne d'ailleurs, quand je travaille, l'utilisation de cette devise moniste, la philosophie moniste. C'est une philosophie asiatique, dans laquelle on dit « tout est dans le tout, et le tout est en tout ». Ceux qui font de la réflexologie plantaire le comprendront ou en ont suivi. Sur le pied, vous avez tout le corps. Vous avez même des émotions, on peut y travailler. Donc, la physique quantique nous apprend qu'effectivement, tout n'est pas localisé, mais non localisé, un peu comme cet omniscient dont je vous parlais. La neuroplasticité du cerveau, bien sûr, vous pouvez plus grâce à cela. Je vous citerai par exemple Edward Taube, qui aux États-Unis a mis au point la théorie du mouvement contraint. Pour des personnes ayant eu un AVC avec un bras qui ne réagit plus, eh bien, cette personne-là, c'est Edward Taube, qu'est-ce qu'il fait ? Il immobilise le bras qui fonctionne. Parce que dans votre cerveau, la partie qui n'est plus utilisée, elle est vampirisée par toutes les autres parties qui fonctionnent. Donc effectivement, si mon cerveau, à un moment donné, j'intègre que ce bras il est foutu et que réellement, physiologiquement, la zone de ce bras est atteinte, eh bien je ne me servirai plus de mon bras. Par contre, en immobilisant le bras droit, mon cerveau, grâce à sa neuroplasticité, va pouvoir aller recabler d'autres zones qui étaient utilisées à d'autres choses, qui vont lui laisser un peu de place, ou en créer des nouvelles, qui vont permettre à ce bras de se mouvoir à nouveau. Je vous citerai aussi les exemples des frères Bakirita, qui, lorsque leur père
frère Bakirita, un psychiatre et l'autre je ne me souviens plus. Leur père a été atteint d'un AVC, AVC total, un grand joueur d'échecs, un professeur d'université, un tennisman hors pair, AVC total, s'est retrouvé comme un légume, n'a plus pouvoir bouger. Ils l'ont récupéré à la maison et ils se sont dit, il va reprendre son développement de nourrisson. Ok, ils l'ont mis à plat ventre dans le jardin. Les voisins voulaient porter plainte pour maltraitance. Eh ouais, à part qu'il avait commencé à se mettre à quatre pattes, à marcher contre un mur, à remarcher, à reprendre ses activités au bout de 2 ans, toutes ses activités, et lorsque plus tard il est décédé, je ne me souviens plus de quoi, mais en tout cas ça a nécessité une autopsie, mais ce n'était pas une mort violente. La personne qui a fait l'autopsie, le médecin, a appelé les frères Bakirita parce qu'en fait son cerveau était détruit à 80%, le cerveau du papa. Mais avec les 10% restants, tout avait été recablé. C'est merveilleux, non? Donc, vous avez une plasticité qui fait que rien n'est jamais définitif. Bien sûr, là-dedans, des pratiques d'homéostasie, le yoga, la sylvothérapie, c'est vachement à la mode. Je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Moi, je connaissais le Shinrin-yoku, les bains de forêt. Ça date depuis je ne sais pas combien de milliers d'années au Japon. Et bien sûr, je vous donnerai l'explication ultérieurement de ce que ça fait, parce que je tiens 1 heure sur le sujet. Donc, vous êtes plus que vous ne pensez, en plus de pouvoir plus que vous ne croyez, parce qu'il y a en vous cet omniscient. Et vous pouvez même le solliciter sans avoir fait d'hypnose ou quoi que ce soit. C'est parfois cet instinct vital. C'est parfois cet esprit qui vous anime et qui vous dit cet instinct, il ne faut pas faire ça. Écoutez-le. Et à partir du moment où vous avez vécu ça déjà un peu, vous pouvez même discuter avec lui. Soyez un peu schizophrène, n'écoutez pas tous ces médecins. Parlez-vous à vous-même. Et étant donné qu'il est non localisé et connecté dans cet Internet des omniscients, selon cette physique quantique, cet akasha, ces champs morphiques ou ma croyance, eh bien, il s'occupera de vous. C'est grâce aussi donc aux enseignements d'épigénétique, je ne reviendrai pas, de la physique quantique, j'aurais pu... Juste en physique quantique, vous savez que Tesla, pour moi, c'est l'homme de science du XXe siècle. Cet homme qui a inventé tellement de choses. Il disait, si vous voulez comprendre l'univers, il faut que réfléchir en termes de vibration, d'onde, de fréquence, d'énergie. Quand on sait qu'on doit l'électricité à ce monsieur-là, c'est pas Edison, hein, c'est Nikola Tesla. Donc, bien sûr, la physique de la confiance. Alors là, je ne vais pas m'appesantir, je vous envoie vers un livre. Le livre « Se souvenir du futur » de Romuald Le Terrier, ou alors le livre de Philippe Guillemant, « La physique de la conscience ». Voilà, qui vous apprend que vous pourrez créer votre avenir uniquement en projetant votre intention. Que, comme Hawkins, dans ses derniers travaux avant de décéder, a mathématiquement découvert que nous vivions dans 11 univers parallèles. Mais vous savez, lorsque Einstein a découvert E égale mc2, c'était une équation, personne n'y croyait. Jusqu'au jour où Oppenheimer a fait péter la bombinette, enfin il l'a conçue. Donc, 11 univers parallèles, comme si nous existions dans 11 univers, 11 potentialités. Et chaque fois que j'avance, chaque fois que je fais un choix, je le fais dans un univers donné. Moi et mes 10 autres doubles, je peux vous assurer que c'est vrai. Et enfin, je finirai là-dessus, la mort n'existe pas, il n'y a pas de fin. Quand on vous parle du blanc, on vous parle du blanc par rapport au noir, et on les oppose. Les Japonais ont eu le blanc, ils ont mis du blanc dans le noir et du chinois, pardon, du blanc dans le noir et du noir dans le blanc. Tiens, donc il pourrait y avoir l'un dans l'autre finalement. Pour mon concept de vie à moi, la mort n'existe pas parce qu'en fait c'est un mot. Tant que je bouge et que ça bouge, on dit ça vit. Quand le véhicule il est pété, on dit c'est mort. Non. Si vous étiez un poste de télévision, vous trouverez ça dans le bouquin d'ailleurs de Lipton, si vous étiez un poste de télévision, si vous receviez une chaîne, alors je ne sais plus comment on dit, c'est TF1, c'est la une, je ne sais pas comment on dit aujourd'hui. Bon. Si vous receviez une chaîne, la une,
Hein? Donc ce téléviseur, à un moment donné, il tombe en panne. Voilà. Le véhicule, le téléviseur, il est cassé. Est-ce que ça empêche TF1 ou la Une d'être émise? Ah, réfléchissez. Donc, nous sommes plus grands que les atomes de ce corps. Notre pensée n'est pas contenue dans ce corps, notre pensée crée ce corps. Notre pensée crée ce corps. Si vous regardez cette pièce, et je finirai là-dessus, parce qu'on m'attend, si vous regardez cette pièce, elle est où cette pièce? Elle est autour de vous? Ben non, si on reprend le début de la conférence, elle est en vous. Vous la recréez par le phénomène de l'interprétation de votre cerveau. On est d'accord? Ouais. Et il est où votre corps? Il est en vous. Qu'est-ce qui le crée, votre corps? Avec une vérité subjective, une réalité tout autant virtuelle et subjective. C'est votre esprit. Et qui vous dit que vous êtes là et que vous me voyez et que c'est vrai tout ça? Ah ben non, moi je le sais, il raconte des conneries, j'aurais pas dû rester jusqu'à maintenant. À la fin, ça tombe à plat quand même. Hein. Ben désolé, j'espère au moins vous avoir embêté ou fait réfléchir. C'était mon but. Et n'oublions pas ce que disait Lavoisier. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Et il avait piqué ça à un philosophe grec qui vivait bien avant lui, 5 siècles avant Jésus-Christ, qui s'appelait Anaxagore. C'est lui qui a dit ça. C'est un philosophe. Et toujours dans cette même veine, je vous ai parlé d'Einstein, c'est un homme qui travaille avec l'énergie de la physique, la relativité générale. Cet homme a dit « Je ne peux pas croire en la mort, car l'énergie ne se perd jamais. » Vous êtes énergie, cet omniscient donne de la puissance à cette énergie. Imaginez-vous comme l'eau. L'eau, elle coule des montagnes. C'est quelque chose de liquide, ça devient un fleuve. Ça s'épand dans l'océan. Cet océan va à un moment donné créer des nuages. Deuxième état de l'eau. Ces nuages vont monter en hauteur, vont être refroidis, vont être transformés à nouveau en eau, qui vont se répandre sur les sommets, ils vont être transformés en glace. Est-ce que vous croyez que dans ce cycle de l'eau, on parle de la vie et de la mort de l'eau? Soyez comme cette eau. Je termine avec cette exhortation. Notre existence ne se résume pas à notre présence, et surtout à l'analyse que nous faisons de notre présence. Durant toute notre présence, nous attendons un miracle. Alors que le vrai miracle, c'est notre existence. Alors, vers l'infini et au-delà. Merci à vous.